Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la célèbre désormais librairie L'Octopus à Épinal en compagnie du maître des lieux, Frédéric Kilfugère. Salut Fred. Salut Vincent. Alors avant de commencer cette émission, on voulait rendre hommage à une grande dame, Madeleine Riffaut, qui est décédée le 6 novembre dernier. On avait présenté les bandes dessinées sur sa vie de résistante qu'elle avait fait avec Jean-David Morvan, entre autres, Madeleine Résistante. On peut en dire deux mots, elle s'appelait Rainer pendant la Résistance. Elle s'engage quand elle est adolescente et quand elle a 20 ans, c'est la libération de Paris le jour même. Oui. Et c'est une tranche de vie incroyable, d'autant plus que c'est elle qui raconte a posteriori. Et donc, elle y met toute sa fougue, toute sa vivacité d'esprit. C'est de la grande bande dessinée historique et c'est de la grande bande dessinée tout court. Exactement. Il faut absolument lire Madeleine Résistante. Oui, et Madeleine Riffaut, qui était après grande reporter de guerre, qui a été partout dans le monde pour couvrir les conflits guerriers. Donc vraiment un bel hommage. Et on pense vraiment à sa famille. Madeleine Riffaut est décédée le 6 novembre dernier. Allez, on y va tout de suite. Alors c'est pas forcément très drôle cette première bande dessinée. Ressources, un défi pour l'humanité aux éditions Casterman de Philippe Biwix et de Vincent Perriot qu'on connaissait pour Négaliode qu'on avait présenté ici. Mais alors là, ça n'a rien à voir. Non, là on est dans de la bande dessinée documentaire. Philippe Biwix est ingénieur, il est spécialiste sur l'exploitation des ressources. Oui. Et il va raconter comment la disponibilité des ressources pour l'humanité a complètement changé la façon de fonctionner en société, avec les conséquences sur le dérèglement climatique, sur l'épuisement des ressources naturelles. C'est vraiment le pendant ressources naturelles du Monde sans fin de Jean Covici et de Christophe Blain. C'est la même chose. Mais c'est présenté différemment, parce voilà. que là on est en l'an de grâce 3019. Donc c'est présenté dans un futur de la Terre où l'exploitation minière se fait plus finalement sur Terre, mais sur des astéroïdes qui sont dans l'espace, dans notre système solaire. Voilà. Donc c'est un mélange de science-fiction parce que Vincent Perriot, il est surtout connu pour Négaliode, qui est une grande fresque de science-fiction futuriste. Et dans Ressources, il utilise justement son trait, son imagination, ses machines démesurées pour faire prendre conscience de ce que l'exploitation minière apporte, mais coûte aussi à la société, et comment on peut essayer, parce que c'est vraiment un essai, c'est vraiment une fiction aussi, de changer les choses pour que ce soit moins destructeur. Oui. Et aussi pour se faire rendre compte au lecteur du coût de l'exploitation et des volumes. Oui. Et cette mise en image, elle est parfaitement réussie grâce à Vincent Perriot. Oui. Mais il y a tout le narratif de Biwix qui dit les choses telles qu'elles sont, avec ses espoirs, avec ses craintes, beaucoup plus de craintes que d'espoir d'ailleurs. Et c'est ça, c'est un vrai ouvrage de vulgarisation scientifique, très visuel et qui, je trouve, est très marquant. Comme Le Monde sans fin, il faut lire Ressources pour se rendre compte que notre confort à nous, petit occidental standard, il ne vient pas naturellement. Il n'est pas infini non plus. Et il n'est pas infini non plus. Oui. Et Philippe Biwix, justement, lui prône l'utilisation de produits éco-responsables qui peuvent être réparés, à la fois durables, peu énergivores. C'est là-dessus qu'il veut que l'humanité tende finalement à travers ce livre aussi. Il nous montre vraiment les choses et il nous les montre, il nous les met bien dans la figure. Ah oui, non, c'est pas un bouquin optimiste, mais il y a vraiment une vision d'auteur graphique notamment qui frappe. Moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que là, on a un vrai récit de science-fiction. Oui. Mais extrêmement documenté, extrêmement pertinent, qui tire la sonnette d'alarme et qui fait réfléchir. Avec des dessins de Vincent Perriot beaucoup plus épurés qu'à l'accoutumée que par rapport à Négaliode. Oui. Il y a un vrai souci de lisibilité pour que ça touche, au-delà des amateurs de science-fiction, un grand public et qu'il y ait une espèce de prise de conscience. Alors après, est-ce que la prise de conscience au niveau français suffira à changer ? Voilà, c'est un autre débat. Mais chaque petit geste compte. Et je pense que Ressources participe à cette prise de conscience complètement nécessaire. Alors attention, il y a des moments drôles aussi, il y a des moments d'humour très avérés dans cette bande dessinée. Alors c'est sûr que c'est un constat assez amer de notre société et de l'exploitation minière que la Terre peut faire, mais il y a quand même un message humaniste et sans détour quand même dans ce bouquin-là, qui est vraiment fort.
Il dresse un état des lieux sans concession, ce bouquin, avec une vulgarisation très très bien faite, avec même un petit carnet à la fin pour réexpliquer encore plus de choses. Ça s'appelle donc Ressources, un défi pour l'humanité, de Philippe Biwix et de Vincent Perriot, et c'est aux éditions Casterman. Dans la même bouture, j'ai envie de te dire, on va parler maintenant d'un livre qui s'appelle Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo de Djouniba aux éditions Bayard. Djouniba, que moi je ne connaissais pas, jeune auteur sénégalais. Oui, qui a travaillé et qui travaille encore pour l'industrie du comics américain. Ouais. Et donc là, qui s'empare du mythe du capitaine Nemo, donc Oui. ce personnage de 20 milieux sous les mers créé par Jules Verne, mais qui le sort un petit peu de son univers du 19e et qui va en faire un récit post-apocalyptique. Ouais. En fait, on va suivre une jeune femme, une jeune fille, récupérée vers 3 ans par le capitaine Nemo dans le Nautilus, et qui va grandir petit à petit, entourée du capitaine Nemo Oui. et d'un robot de compagnie. Oui. Et c'est tout. Et donc, comment grandir comment devenir une jeune femme, Ouais. comment devenir humaine, comment se construire en société, alors qu'il n'y a plus personne. Ouais. Il y a vraiment un écart de pensée entre elle, qui est toute jeune, et lui, qui est vieux. Complètement amer. Complètement amer, qui veut rester sur ses acquis, et elle qui présente en fait le futur. Et voilà, c'est ça qui est important surtout. Voilà. Et elle le challenge en permanence parce que ponctuellement, le capitaine Nemo disparaît. Il va enfiler une combinaison sous-marine, il va faire quelque chose et elle ne sait pas quoi. Et à chaque fois, elle va lui dire « mais ouvre-toi, partage, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et lui reste mutique jusqu'au moment où on ne dira pas plus. Évidemment, ce qui est le gros intérêt de cette bande dessinée, c'est la réappropriation de l'univers steampunk, oui. Légèrement décalé dans un futur probable, mais qui fait quand même beaucoup penser à Jules Verne. Hein. Et c'est très bien fichu parce que c'est ultra dynamique, c'est très stylisé. C'est de la BD ado, mais en même temps, c'est de la vraie BD tout public aussi, parce qu'il y a des thématiques qui sont quand même assez profondes, sur la culpabilité, sur comment grandir quand on est seul, l'isolement, enfin voilà. Ah oui, il y a beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de sous-textes, mais ça reste un bouquin d'aventure avec tout le décorum qu'on attend d'un... Mais qui montre le conflit générationnel qu'on peut avoir maintenant, c'est-à-dire que les anciens, les seniors pensent pour eux et la jeunesse terrestre, elle rame derrière et c'est quand même à elle qu'il faudrait s'occuper. L'esthétisme du dessin, Djouniba, je trouve qu'il convoque un peu du Mike Mignola et du Yendi Tartakovsky, si tu veux. Je trouve que dans le dessin, il y a de ça. Oui. C'est très dynamique, c'est à la fois très rond et en même temps, ça n'oublie pas d'être franc et assez rentre-dedans dans le... Donc, c'est de la BD moderne. Oui, c'est de la BD moderne, avec un découpage cinématographique et les échanges de regards aussi qui sont très très forts dans cette bande dessinée-là. 160 pages de bonheur que vous aurez envie de relire au plus vite car il propose de nombreuses thématiques telles que la transmission et l'écologie. Ça s'appelle donc Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo, c'est de Djouniba et c'est aux éditions Bayard. On reste du côté de la mer, Fred, avec cet album Les Travailleurs de la mer de Michel Durand aux éditions Glénat. Un tour de force graphique qui reproduit le souffle grandiose du roman de Victor Hugo qui a été publié en 1866. Ça se passe à Guernesey, fin du 19e. Un riche armateur a le seul bateau à vapeur de toute la région. Ouais. Et suite à quelques malversations qu'on va découvrir dans l'album, ce bateau s'échoue. Et l'armateur propose sa fille adoptive en mariage à l'homme qui lui ramènera le moteur. On s'en fout du bateau. Oui. Là, ce qui est intéressant, c'est la pièce de technologie. Et c'est parti pour un grand récit d'aventure maritime, mais aussi un grand récit romantique, à la fois démesuré au niveau des sentiments, l'exaltation. Oui, parce que là, on peut le dire, c'est un jeune pêcheur, là, Gilliatt, qui veut y aller, qui veut récupérer ce moteur parce qu'il est fou amoureux de cette jeune fille. Mais c'est pas du tout le même milieu. Non. Et c'est sa seule chance. Donc il va faire tout ce qu'il peut. Mais bon, c'est Hugo. C'est la grande veine romantique, une histoire d'amour qui se passe bien. C'est pas bon. Alors au-delà de c'est un monument de la littérature française, mais il y a aussi le travail de Michel Durand qui a décidé de l'adapter en reprenant une esthétique gravure 19e. Ah oui, complètement. Il se revendique de Franklin Booth et c'est tout à fait ça. Oui. C'est un grand graveur, pas très connu en France. Hein. Nous, on connaît plus Gustave Doré, La Fierté nationale, mais Franklin Booth, c'est quand même quelqu'un qui a
énormément influencé l'imagerie populaire. Ouais. Bernie Wrightson, dans les années 70, a vraiment utilisé son même style. Donc, c'est des grandes hachures. C'est des traits juxtaposés, patiemment alignés l'un après l'autre. C'est du travail artisanal. Ah ouais, c'est un tour de force incroyable. Vraiment Incroyable. Quand on dit un chef-d'œuvre d'artisanat, Oui. c'est tout à fait ça. C'est vraiment le labeur long, pénible, mais pour arriver à un résultat incroyable. Ouais. Et un résultat que ne peut procurer que le temps passé sur l'ouvrage. Donc voilà, pourquoi je parle de chef-d'œuvre, c'est vraiment le côté artisan qui arrive à ça. Et puis alors, artistiquement, il faut être sensible au noir et blanc, à la gestion assez originale de la mise en lumière, parce qu'avec juste quelques traits, c'est pas facile de rendre la démesure des vagues dans la mer. Mais c'est époustouflant. C'est époustouflant de graphisme. Alors, Glénat a fait un très beau livre, un grand format, pour bien profiter du dessin. Moi, je suis ébahi devant la quantité et la qualité du travail de Michel Durand. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un des grands albums de cette année. Ces planches à Michel Durand font de ce quotidien un monument de gloire à la mer, vraiment, et à sa violence, mais aussi à sa vie, à ses souffrances. Michel Durand, il parvient à transcrire la lutte épique de Gilliatt contre la mer, à rendre compte de tous ses états d'âme, tout en ajoutant une puissance visuelle qui en renforce ingénieusement les effets. Une adaptation grandiose, vraiment grandiose, du livre de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. C'est aux éditions Glénat et c'est de Michel Durand. On va passer un peu plus loin dans nos époques. Tu voulais nous parler de L'Escamoteur aux éditions Futuropolis de Philippe Collin et Sébastien Goethals, un polar historique qui revient sur Action Directe. Alors Action Directe, c'était un mouvement d'extrême gauche terroriste dans les années 60, fin des années 60, 70, 80. Ouais. Et Sébastien Goethals a, on va dire, une familiarité au niveau familial. Il y a des connaissances dans ce milieu et il y a quelque chose qu'il a toujours travaillé. Donc il va commencer à creuser un petit peu là-dessus. Avec Philippe Collin, ils vont découvrir le personnage de Gabriel Chahine. Enfin, le personnage, non, parce que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, les auteurs se mettent en scène pendant cette recherche et les rebondissements au fur et à mesure des découvertes. Donc, Gabriel Chahine, c'était un artiste qui faisait des films plutôt d'art et d'essai. Peintre aussi. Peintre, voilà. Proche d'Action Directe, mais il n'en a jamais fait partie. Et on se demande s'il était proche ou si... Il en faisait partie. Voilà. On ne va pas tout dévoiler. Va pas tout dévoiler parce que, au final, Gabriel Chahine a été assassiné par Action Directe pour une trahison. Pourquoi la trahison? Donc voilà, ça c'est la partie où on ne va pas déflorer le bouquin parce que sinon ça manque un petit peu de sel parce que cet homme a eu une vie incroyable. Et donc c'est au fur et à mesure des découvertes de Philippe Collin et Sébastien Goethals qu'on découvre ce destin hors du commun. Alors en creux, il y a évidemment tout le portrait d'une France qui, dans les années 70, est encore très ancrée à droite. La gauche qui rue dans les brancards, y compris en allant jusqu'au terrorisme. Mais il y a justement cette arrivée dans les années 80, la possible arrivée de Mitterrand au pouvoir, l'impact sur les services secrets, les renseignements généraux qui n'ont jamais travaillé avec la gauche, qui ont toujours suivi les ordres de la droite, l'espèce de purge politique qui peut y avoir lieu. Voilà, c'est un bouquin qui a énormément d'informations, beaucoup de personnages, c'est extrêmement riche, c'est passionnant à lire. Clairement. Voilà. Et L'Escamoteur, on peut juste rappeler, parce que pour financer les actions d'Action Directe, justement, il y a eu le vol de ce tableau qui s'appelle L'Escamoteur de Jérôme Bosch, et c'est là un peu le point de départ. C'est le point de départ. Et Gabriel Chahine était impliqué là-dedans. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin, si on raconte toute l'histoire de Gabriel Chahine, on déflore le bouquin et c'est dommage. Après, au niveau du dessin, Sébastien Goethals fait le choix de chapitrer son histoire quand même avec des couleurs distinctes. Les flashbacks sont très reconnaissables. Et lui-même, il dit il voulait restituer l'ambiance des années 70. J'ai voulu créer de fausses dyschromies, comme celles qu'il y avait dans les bandes dessinées de mon enfance. Cela rappelle aussi la sérigraphie des publications militantes de ces années-là. Donc on est vraiment plongé dans la fin de ces années 70, début 80, avec ce dessin aussi en plus du récit. Ça se lit super bien, c'est passionnant, ça se dévore comme... C'est un vrai page-turner. C'est le mot de la fin pour cette histoire-là. Une histoire vraie qui se lit comme un roman d'aventure, un vrai polar historique à conseiller aux amateurs et aux amatrices du genre L'Escamoteur aux éditions Futuropolis de Philippe Collin et de Sébastien Goethals. Alors maintenant, une bande dessinée qui fait vraiment du bien. Ça s'appelle Grand Petit Homme aux éditions Glénat, 2 enzymes.
qu'on avait présenté aussi pour Peau d'homme avec Hubert, qu'il avait fait. L'histoire de Stanislas, qui n'est pas bien grand et il n'a que pour lui sa passion pour les chaussures et les pieds. Voilà. Ça se passe dans les années 60, c'est un Paris un peu mythologique, Oui. un peu dans l'esprit de Jacques Tati. C'est ça. C'est un vrai hommage à Jacques Oui, Tati. complètement. Et donc oui, Stanislas est très timide. Il adore les femmes, mais Il fait 1,57 m. il fait 1,57 m, elle ne le voit pas. Et alors, il adore les femmes, il adore les chaussures, il adore les pieds, donc il travaille dans une boutique de chaussures, une petite boutique parisienne, à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Et il va pleurer sur des bottines, et d'un seul coup, il rapetisse. Lui qui voulait être un grand homme se retrouve à faire tout 10 cm. Ouais. Et donc là, c'est parti pour une succession d'aventures burlesques. Oui. C'est de la comédie de mœurs, un peu. Parce qu'on pourrait croire, oui, le côté fétichiste des pieds, amoureux des femmes, ça va être un peu grivois. Ça l'est un petit peu. Ça l'est un petit peu, mais justement, on part de là quand même. Parce que quand il est petit, au tout début, sans déflorer vraiment l'histoire, il est tout petit, il regarde sous les jupes des femmes. Voilà. Parce qu'il y a un côté il y a un côté voyeur. Oui. D'ailleurs, il y a des têtes de chapitre et il s'appelle voyeur. Et au fur et à mesure, le côté grivois s'estompe. Oui. Parce que il est tout petit, il est malmené par la vie, il n'arrive plus à profiter de son pouvoir, entre guillemets, mais il va faire la rencontre de la fleuriste, Fleur, qui est juste en face de sa boutique. Et il a une affection immédiate pour elle. Et il va essayer de lui rendre la vie un peu mieux. Ouais. Et j'en dis pas plus parce que là, vraiment, la fin est bouleversante. Ouais. Et c'est un bouquin qui commence comme une comédie de mœurs, légèrement gauloise, voilà, et qui très vite bascule dans le drame, dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus émouvant. Et là-dessus, Zanzim a réussi, je trouve, un équilibre vraiment subtil. Ah, très très subtil. Parce que la bande dessinée est finalement légère, mais au beau sens du terme, quoi. Un peu comme dans Peau d'homme, le côté comédie avait en sous-main beaucoup de réflexion. Ouais. Et là-dessus, je trouve que Zanzim a vraiment réussi, parce que c'est un album qu'il a fait tout seul, il a fait également le scénario. Il n'a pas à rougir, parce qu'après, passer avec un scénario d'Hubert sur Peau d'homme, Hubert était un immense scénariste. Oui. Là, tout seul, je trouve que Zanzim arrive à faire le même genre de bouquin qu'il avait fait avec Hubert, mais tout seul. Ah, mais en plus, il entremêle là vraiment énormément de thèmes, parlant du corps et de ses transformations, des apparences, de la manipulation, du voyeurisme, de la dépendance, des fantasmes, des non-dits, d'amour contrarié, de vieillesse, de sacrifice. Toutes ces choses-là sont dans cet album. Et tout ça avec une espèce de néoline claire élégante, mais qui va très bien avec le cadre années 60. Avec des couleurs plutôt pastel. Voilà, c'est pop. Ça fait penser aussi à certains personnages qui font penser à Pravda la survireuse. Enfin voilà, il y a vraiment un côté graphique années 60 complètement assumé qui va très bien avec le reste de l'histoire. Bref, c'est un petit bijou, grand petit bijou. C'est un bonbon, cet album. Mais c'est un bonbon qui laisse un petit goût acidulé. Acidulé, voilà. Oui. C'est pas qu'une sucrerie, c'est pas gnangnan. Non. Et c'est ça qui fait tout le sel du bouquin. Avec Grand Petit Homme, Zanzim signe une très très grande BD, on vous le conseille, un petit bonbon comique qui se dévoile peu à peu. Ça s'appelle donc Grand Petit Homme de Zanzim et c'est aux éditions Glénat. Alors là, on va parler de Vikings, mais pas de Vikings comme on a l'habitude d'en lire d'habitude. Ça s'appelle Parjure aux éditions Delcourt, de Simon Beauvarlet de Moimont et de Nicolas Savoie. Alors moi, je ne connaissais absolument pas le travail des auteurs. Ouais. J'ai été attiré par la couverture noir, or et du blanc. Ouais. Et en fait, ça se passe à une période indéterminée, il n'y a pas de date précise. Le christianisme est déjà là pour les Vikings et on suit un homme et son frère d'armes, qui est devenu roi. Cet homme a une femme qui est en train de mourir. Il a embrassé la religion catholique. Oui, et du coup, il s'est fait un peu bannir du village à cause de ça. Voilà, sa femme va mourir. Et lui, pour expier ses fautes, entre guillemets, il va confier son fils à son frère adoptif, enfin son frère d'armes, qui lui est roi du village. Et on va suivre la vie de ce jeune homme qui est recueilli, qui est adopté comme un frère par le roi. Donc il y a un grand frère qui est le vrai fils du roi, mais lui est considéré quand même comme un prince. Et donc il va y avoir tout le temps cette rivalité entre les deux, bien sûr. Entre les deux frères, même si l'un n'est pas vraiment le frère de l'autre. Mais il y a ce côté frère d'armes qui fait écho à ce que leurs propres pères ont vécu. C'est un bouquin qui est très surprenant parce que
ça change perpétuellement de rythme narratif. Ouais. Il y a des chapitres entiers avec un gaufrier de 12 cases, muet, les saisons passent, les enfants grandissent, deviennent des adolescents. On a beaucoup d'émotions qui passent à travers ces cases muettes, alors que rien n'est dit, mais toute la science du dessin est là. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et d'un seul coup, paf, une grande page, juste un détail, et une narration qui s'emballe à nouveau. Et à travers ce récit, pas muet, mais très souvent, sans texte, on suit vraiment la construction de l'homme que va devenir cet enfant. Et des deux hommes. Des deux hommes en parallèle. Et du conflit. Et de la confrontation finale qui ne peut... On le sait dès le départ que ça va finir avec une confrontation. Est-ce que ce sera bénéfique? Est-ce que ce sera délicat? Est-ce que la complicité en tant qu'enfant suffira à leur faire passer la pilule de l'âge adulte, de la rancœur, d'une histoire d'amour compliquée? Voilà. Forcément. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il y a toute l'humanité qui est résumé dans ce conflit. Alors oui, et en plus il y a le décorum viking, qui est quand même toujours très sympathique, et avec un noir et blanc que je trouve d'une sobriété absolue. Ça en fait pas des caisses. Ah non, c'est clair. Mais c'est super bien fichu. Avec des scènes qui ressemblent presque à du théâtre d'ombre chinoise de temps en temps. Ça m'a rappelé le comics Sin City de Frank Miller, avec une utilisation du noir et blanc très profonde, très osée. Et waouh, c'est vraiment un bouquin hors du commun. Oui, voilà. C'est vrai, c'est vraiment un bouquin complètement à part qu'on vous présente là, et avec des dessins, qu'il s'agisse de nous guider dans des tableaux propices à la contemplation ou au contraire de nous propulser dans des scènes d'ultra-violence. Tout est réussi dans cet album. C'est un bouquin qui sort vraiment du lot. Ouais, il y a de la beauté, il y a de l'espoir, il y a de la vie, et il y a surtout beaucoup de tristesse, de désillusion, de jalousie et de fatalité dans ce bouquin qui s'appelle donc Parjure. C'est aux éditions Delcourt et c'est de Simon Beauvarlet-Demoison et de Nicolas Savoie. On va respirer maintenant, Fred, avec un album que tu voulais nous présenter, Le Balayeur des Lilas, aux éditions Oxymore dans la collection Noctambule de Thierry Martin, qui nous a fait un Leporello sur un balayeur des lilas. Alors le balayeur des lilas, comme Gainsbourg, le poinçonneur des lilas, c'est le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Voilà. Et en fait, Thierry Martin a vu un jour dans la rue un petit vieux qui balayait son trottoir. Et il l'a trouvé très beau, très chouette. Et il l'a revu plusieurs fois. Et il s'est dit, mais pourquoi cet homme balaye la rue? Qu'est-ce qu'il fait? Et donc il a commencé à extrapoler, à imaginer une petite histoire. Est-ce que cet homme est c'est le point de départ en fait d'une observation de la vie quotidienne en France, c'est même pas spécialement en France, en fait, de ce qui se passe dans une rue. Voilà, il n'y a rien. Au fil de la journée. Et en même temps, il y a tout. C'est exactement ça. C'est ça. Et j'ai du mal à dire autre chose parce que c'est de la pure tranche de vie. C'est quasiment muet. On croise une multitude de personnages, mais des passants, qui chacun ont leur petite vie. Ça va être une engueulade de couple, ça va être quelqu'un qui tombe parce qu'il a glissé, ça va être une manifestation. Voilà. Il y a le quotidien d'une rue. Et alors, tu disais Leporello, parce que c'est une fabrication qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça ne se lit pas comme... Enfin, ça peut se lire comme un album de BD traditionnel, mais c'est une BD qui se déplie. En accordéon. Il y a un côté matinée. Une fois qu'on l'a fini, on le retourne. Et il y a un côté après-midi. Et on suit la journée des personnages. C'est un album plein de tendresse, plein de beauté. Mais la beauté ordinaire, la beauté qui n'en fait pas des caisses, c'est du quotidien, c'est beau comme tout, c'est plein de poésie. Le balayeur des lilas, voilà, ça rappelle forcément Gainsbourg. Il y a une petite musique qui est là pendant tout l'album. Et c'est avec le dessin de Thierry Martin, que moi je trouve sublime, qui arrive à mettre beaucoup de vie avec quasi rien. Encore une fois, il y a tout et il n'y a rien. C'est ça. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est exactement ça. Pour résumer, c'est un beau voyage poétique dans notre quotidien qu'on a tendance à regarder trop vite, sans s'y attarder, et de ne pas regarder les gens, et d'être dans notre bulle, et mettre des œillères. Et Thierry Martin nous ouvre les yeux justement sur ce monde quotidien qui nous entoure. C'est une réussite. Ça s'appelle Le Balayeur des Lilas, aux éditions Oxymore, collection Noctambule de Thierry Martin. Et c'est un Leporello qu'on peut même poser sur la table, totalement ouvert. Allez, tout vite, on passe à la jeunesse. Le 1er décembre arrive bientôt. On voulait vous parler de La BD de l'Avent aux éditions Le Lombard. Mais quelle idée géniale, c'est pas bête du tout ça. C'est complètement de la part des éditions Le Lombard. 24 histoires courtes,
à déballer comme des cadeaux. Voilà, l'album est... chaque histoire est fermée. Voilà. Le jour, on ouvre l'histoire, on ouvre les 3-4 pages qui font cette petite histoire. Alors, c'est du pur bonbon pour la jeunesse. Oui. En plus, ils ont pris les meilleurs auteurs actuels pour les récits. C'est ça. Il y a Dave qui a fait Sous les arbres, il y a Munuera qui a fait Les cœurs de ferraille, il y a Joris Chamblin. Il y a Joris Chamblin, il y a Minnie Ludwig qui fait le grimoire d'Elphie. Ils ont pris, il y a Camboni qui fait des Mickey, qui fait le voyage extraordinaire. Enfin, ils ont pris le gratin de la bande dessinée jeunesse et chacun fait une petite histoire en 3-4 pages. Oui. Plein de styles graphiques différents, un petit moment passé tous les soirs au moment de l'ouverture. Voilà. Et là, il faut se munir d'un coup de papier parce qu'il faut vraiment ouvrir les pages. Voilà. Les petites histoires, l'enfant ne peut pas lire tout le bouquin d'un coup, c'est pas possible. Il faut pouvoir ouvrir les pages et découvrir ces histoires qui n'ont rien de religieux en plus. Et ça, c'est bien, c'est accessible à tout le monde. C'est sur de la magie de Noël, par exemple, juste... Pour le 1er décembre, on va raconter un peu. Dave met en avant l'importance du partage et de la solidarité, par exemple, dans son histoire. Voilà, c'est mignon. Plus tard, Zabus et Renaud et Colin mettent en scène un véritable scénario de film de Noël, c'est vraiment drôle. Joris Chamblin raconte la véritable histoire des boules de Noël aussi. Enfin, il y a toute une imagination libre que les éditions Le Lombard ont laissée à ses auteurs. Un beau petit cadeau pour le début décembre et passer un bon moment. Voilà, c'est ça, moi, en fait, je pense. Partager un moment court, mais vraiment chaleureux, doux, tendre, avec son enfant en lui lisant ça, ça en famille. Même s'il y en a une histoire qui est un peu glauque, celle de Menuera, mais je n'en dirai pas plus, c'est du Menuera, c'est pour ça. C'est pour rappeler les traditions, se mettre vraiment dans l'esprit, dans les légendes et l'esprit de Noël à partir du 1er décembre avec ses enfants. C'est vraiment ultra réussi et c'était une super idée des éditions Le Lombard. On voulait vous en parler parce que c'est maintenant en fait qu'il faut aller se la procurer. Ça s'appelle donc La BD de l'Avent aux éditions Le Lombard et c'est d'auteur collectif. Merci beaucoup Fred pour cette nouvelle sélection de bandes dessinées très éclectiques comme d'habitude. On se retrouve le mois prochain avec plein d'idées de cadeaux de Noël. Juste avant Noël, si vous n'avez pas eu le temps de faire vos courses, ce sera diffusé juste avant Noël. On aura plein d'idées. Complètement. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en replay sur notre chaîne Vosges Télévision à la rubrique Culture et que vous pouvez toujours trouver toutes ces rubriques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Ticazapul. N'hésitez pas à vous abonner. Il est temps maintenant d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.